Bonjour et bienvenue dans l'épisode 61 de fin de séance. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming. C'est un épisode qui arrive un poil en retard parce qu'on l'a enregistré à la plage, parce qu'on est des gens qui avons droit à des vacances aussi. Hein. On a aussi parlé de The Room, Lou-moi, et de l'univers Marvel en général avec Alexandre, Arnaud et Bastien. Je vous en embête pas plus, je vous laisse écouter. Allez, bisous. Eh oui, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et d'aimer la page fin de séance et le Facebook et le Twitter et l'Instagram. Et voilà. Allez. T'as mélangé quoi? Une marque de café dans le café. Ah. Comme ça, t'as un petit goût solide. J'ai cru qu'il avait laissé sa peau dans le café. En fait. Ouais. Ça, non, mais ça, c'est un petit peu pour chatouiller les papilles, tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais de toute façon, moi, le Pour varier café les sans textures. viande, je trouve que c'est moisi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des news de ciné Attends, mais dont tu vous l'as voulez éteint. parler? Parce que, Il est à moins éteint. de dire, News, pas des news, bandes non. annonces, des trucs comme ça. Non, news, non, peut-être Juste aussi des films, qu'on a c'est vu, ça mais ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai vu un Ouais. film hier qui s'appelle Lou-moi. Ah oui. Qui est horrible. Rassurez-moi, déjà, vous ne connaissez pas les personnes qui sont responsables du film. Ok, très bien. Donc, je vais pouvoir y aller à mort. Parce Pourquoi que, tu vérifies ça pour les comédies françaises? au cas où, c'est, ils ont un ami proche, tu sais, qui est responsable du film. Et après, toi, t'es là, tu dis, cette personne mérite de décéder. Là, tu fais... Mais par contre, sérieusement, toutes les personnes vraiment affiliées à ce film méritent de décéder, vraiment. Parce qu'en fait, je me disais, il y a quelque chose d'assez rare dans ce film, c'est que c'est très, très mal fait. Mais c'était mal écrit, mal réalisé, et comme si c'était des successions de vidéos YouTube pas drôles de meufs de 17 ans, en fait. Et voilà, et c'était ça, en fait, le film. Ce qui est assez bizarre, parce qu'il y a Alison Wheeler, donc, qui est censée être drôle, quand même, mais qui a pas du tout été utilisé. Ils ont pu se permettre des caméos de Gad Elmaleh, d'Ariel Maleh, etc. Mais, je n'ai toujours pas compris, par exemple, la personnalité de l'héroïne à la fin du film. J'ai eu plus d'informations sur un personnage secondaire qui passait genre derrière, viteuf, que sur elle et comment elle fonctionne, etc. Donc c'était de la merde. Quoi. Voilà. Et je vous dis donc de ne pas aller voir ce film. En même temps, j'y serais pas allé. Mais tu sais pas, un jour tu tombes, on te met dans une salle de ciné parce qu'il y a la clim, donc peut-être tu sais, on Ah bah dit... sinon, tu vas voir Transformers, tu vois. Ça dure Ça 2h30. dure 2h30. C'est ouais. beaucoup plus long. Tu profites, tu vois. C'est vrai que Et si en vous plus, vu que c'est chiant, tu vois le temps passer. Alors là, tu profites davantage. Mais est-ce que t'es pas trop réveillé par les explosions si tu vois ce que je veux dire? Il faut un bon film de 2h30 mais soporifique. Ah, d'ailleurs, ils viennent de ressortir tous les films de Tarkovsky. Ah la violence. Ça m'étonnerait qu'il soit UGC Léal. Ils sont au MK2. MK2. Ah ouais? Ah donc il y a de la clim. Il y a la clim aussi. Excellent. Il y a des bons canapés. Des bons fauteuils. Des bons fauteuils. Ah bah, Je MK2 vous crois. bibliothèque. Et je sais pas, je crois que ouais non, allez-y, parlez d'autres films que vous avez vus, peut-être que les autres vont me revenir en tête. Bah écoute, moi je suis surtout allé voir des vieux films au Cinoche parce que l'été c'est un peu à Paris la période des ressorties. Voilà. Et notamment au Forum des Images, hier soir, j'ai assisté à une projection de The Room de Tommy Wiseau. Oh, trop bien! Et Est-ce que c'était forain comme aux États-Unis? Il y a des gens qui lançaient des cuillères. C'était forain, la salle était en furie, j'avais l'impression d'être à un concert des Rolling Stones, quoi. Ah, trop C'était bien. vraiment, il y au cuillères en plastique qui volaient partout, des gens qui jouaient au football américain, c'était... Est-ce qu'il il y avait des gens- gars avec des des- t-shirts au high mark? non, mais il y avait plein de gens déguisés en Tommy Wiseau, avec le costard et les cheveux longs, tu sais, comme ça. Ouais, trop bien. Et des filles avec des robes de rouge, tu sais. D'accord. Et non, mais en fait, le film est vraiment étonnant parce que c'est vrai qu'on le dit. Enfin, je veux dire, un film aussi mal fait, bon, il y en a beaucoup des films aussi mal faits. Mais celui-là, s'il reste, c'est parce que, en fait, j'ai l'impression vraiment d'apprendre quelque chose sur la personnalité déviante de Tommy Wiseau en regardant ce film.
Et c'est ça qui est... En fait, j'étais allé avec Alice, justement, et en sortant du film, on se disait, mais en fait, si Donald Trump avait fait un film, ça aurait été The Room, quoi. Il y a quelque chose de ça, quoi. Et on rentre vraiment dans la psyché d'un psychopathe, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose... En fait, c'est presque du David Lynch, mais pas conscient de faire tu vois, du David Lynch. Il y a quelque chose de ça dans ce film. Et c'était vraiment très marrant. Et je pense qu'il faudra un jour faire une émission sur The Room d'ailleurs, pour en parler plus en détail. Un épisode spécial nanar. C'est indispensable depuis le temps qu'on en parle. Mais effectivement, c'est le nanar des nanars. C'est un film d'auteur. Est-ce que quelque part, les nanars sont pas plus des films d'auteur que tout le reste des films? Mais les vrais, oui. Tu vois? Les vrais nanars, c'est des films d'auteur. C'est des films... Je dis, toute la carrière de Michael Bay, c'est des films d'auteur. Des films d'auteur. Mais on en a parlé plein de fois. Ce sont pas des nanars. Non. Ce sont pas des nanars. Non, c'est pas des nanars. Effectivement, c'est pas des nanars. Enfin, j'ai pas vu Transformers 5. Je sais pas. Ça se trouve, c'est un nanar. Peut-être. Surtout en IMAX 3D. Bah. Non, mais hier, j'ai vu Song to Song, ouais, le dernier Malik. Et c'est sans doute son essai que j'ai préféré depuis Tree of Life, c'est-à-dire de toute cette période plus radicale. C'est la qualité d'un vrai home movie, du coup c'est hyper intime. Alors après ça dure 2h10 et on peut dormir et profiter de la clim aussi. Il n'y a pas d'explosion. Donc il y a peu d'explosions et ça parle pas beaucoup. Donc si on n'est pas très sensible, au moins on peut passer un joli moment à dormir dans la salle. Et si on est sensible, je trouve que c'est plutôt très réussi. Fin de séance, bienvenue dans le podcast qui vous recommande où aller faire vos siestes. Quelle salle, quel cinéma, pour quel film. C'est Serge Danet qui disait que qui n'a jamais dormi au cinéma est un mauvais cinéphile et un mauvais coucheur. Je crois qu'il avait pas tort. Merde. Merde, les gars. Donc c'est la preuve que tu devrais aller voir plus de films en IMAX 3D toi aussi, Arnaud. Mais déjà, tu devais pas plus voir de blockbuster? T'avais pas une... Ah non. Il avait une clause, il s'était fait... Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai pris un mois de vacances, déjà. J'ai pas fait Baywatch, j'ai pas fait Transformers 10, donc là, je reviens frais et dispo pour parler de Spider-Man. Tu sens les jugements de la personne qui se fait piquer par un insecte? Je te dis, je me fais harceler, quoi. Ah ouais, c'est bien parce que là, en fait, on est en pleine bromance, c'est-à-dire qu'en fait, on est 5 personnes à avoir loué une villa. Et Alexandre, là, en fait, il nous sert d'attractif pour tous les insectes. C'est Comme ça, il se fait, lui, piquer partout. Ils sont rassasiés et nous, on est tranquilles. Je pense que je vais crever d'ici la fin. Voilà. D'autres films, d'autres news, des choses comme ça. Est-ce que vous... Ouais, non. J'ai senti déjà la péjorativité d'Arnaud quand il a dit Transformers 10, alors qu'il sait très bien que c'est le 5, tu sais. Donc clairement, tu t'en fous complètement des news de, par exemple, Star Wars 8, The Last Jedi et Avengers Infinity War, les bandes annonces qui sortent au San Diego Comic Con. Complètement. Ouais, moi pareil. Et alors surtout Avengers 3. Surtout. Ah, surtout. Donc tu vas bientôt nous dire pourquoi, puisque justement on va parler aujourd'hui de Spider-Man. On peut y aller? Tout le monde est d'accord ou quelqu'un veut... Donc Spider-Man Homecoming, sorti le 12 juillet 2017 de John Watts avec Tom Holland, Michael Keaton et Robert Downey Jr. Putain, le synopsis, j'ai jamais vu un synopsis aussi long que ça. Bon, bah, en gros, c'est Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Petit clip. Pour devenir un Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien? Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Maintenant, fais profil bas. C'est toi, Spider-Man, celui de YouTube. Tu peux appeler une armée d'araignées? Non, Ned, non. Tu le connais, lui aussi. Je lui ai piqué son bouclier. Je peux essayer le costume? Ça déchire. Qu'est-ce que vous avez pensé de Spider-Man, Bastien? Dis-nous. Bah, c'est intéressant parce que j'en ai pas pensé grand-chose. C'est ce type de film dont on n'a pas grand-chose à dire parce que
c'est à la fois plutôt pas mal, on y passe plutôt pas un mauvais moment, et en même temps le film est pas du tout ambitieux et produit quand même très très peu de propositions. C'est un film qui déploie des motifs de teen movie mais qui en est jamais un, parce que il y a pas de finalement il y a très peu d'interaction entre les personnages. C'est plutôt joliment incarné par Tom Holland que j'ai trouvé excellent en Spider-Man. On est content de voir Robert Downey Jr. qui Ashton et d'apercevoir Marisa Tomei qui est toujours très belle. Mais, il se passe fondamentalement très peu de choses dans le film. Et ça, malgré une introduction qui est quand même assez séduisante et qui nous donne à croire que dans un premier temps, qui va se produire quelque chose, puisque ça commence avec la découverte de Michael Keaton, avant qu'il soit le vautour, donc le grand ennemi de Spider-Man. Et ça se passe dans l'envers du Avengers précédent, puisque c'est lui, est en fait le propriétaire d'une boîte de bâtiments, en gros, qui est supposé ramasser après les destructions. Et il perd son emploi parce que Tony Stark, en plus d'avoir causé les destructions, a créé quelque chose qui s'appelle le Damage Control, qui est en fait un espèce de service où il récupère et il ramasse tout derrière lui et touche de l'argent à cause de ça. Donc il y a un truc ici qui est hyper intéressant et hyper politique a priori, et le film s'en détourne assez vite. C'est-à-dire en fait, c'est la dernière fois qu'on en entendra parler dans cette scène d'introduction. on en entend parler une fois rapidement, mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le film c'est une succession de motifs pas inintéressants, mais qui sont jamais exploités totalement, et qui sont notamment jamais exploités totalement parce que c'est qu'un épisode de transition vers Avengers 3, vers Spider-Man 2, etc. Donc on est dans cette espèce de trucs, on en garde pour la partie spoiler, mais on a pas mal de surprises en dernière instance qui, plutôt que d'être exploitées dans ce film-là, le seront dans les suivants. Et voilà, c'est mon sentiment, j'ai pas passé un très mauvais moment. Bon, par contre, je l'ai vu en 3D. Ouais. Ce qui n'est pas facile, parce que il est, je sais pas comment c'est hors de Paris, mais UGC ne passe plus les films en 3D à Paris, en 3D VO, peu ou prou. Si on veut voir les films en 3D, c'est en VF exclusivement. Et MK2 très très peu aussi. Et MK2 très très peu. Donc là, j'ai été obligé de le voir à Gaumont et de payer 11 €, parce que je voulais vous parler de la 3D, donc je vais vous parler de la 3D à 11 €, je peux vous le dire. Et la 3D est plutôt très réussie, et plutôt pensée en amont. C'est une vraie 3D faite Non, sur le tournage? c'est une 3D a posteriori. Ouais. Mais conversion, mais plutôt véritablement pensé. Il y a toujours des jeux constamment d'avant-plan et d'arrière-plan qui sont plutôt intéressants et plutôt bien foutus. Pour les scènes d'action, hein. Il faut le préciser quand même. Moi, je trouve que c'est plus intéressant hors des scènes d'action. Tu trouves que ça a été donc pensé aussi hors des scènes d'action entre les... Ouais, c'est-à-dire que la caméra est souvent proche du sol pour avoir plus de profondeur. On a toujours des espèces d'avant-plans de couches, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt réfléchi. Dans les scènes d'action, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est symptomatique en même temps qu'on n'en parle pas. Le boulot est fait, je trouve. Les scènes d'action sont très correctes et toujours très lisibles. Elles sont jamais excitantes, mais voilà. D'accord. Donc voilà, c'était le début de mon avis sur Spider-Man. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Oui, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça chiant. Et puis, non, Ça mais je fait sais depuis pas. combien de temps que tu t'emmerdes devant les Marvel déjà, toi? Personnellement. En fait, ça dépend. Depuis Iron Man 2? Non, mais il y a des Marvel que j'ai bien aimé même dernièrement. J'ai bien aimé Doctor Strange, bien aimé, je sais plus, même comment ça s'appelle, Gardien de la Galaxie 2. Bon, D'accord. voilà quoi, ça passe. Mais celui-ci, non, il passe pas. Non, en fait c'est chiant. Alors déjà, il a un premier problème, c'est que j'aime pas trop Spider-Man, donc déjà Oui, voilà. non, mais voilà. Ça joue aussi pas mal. Le mec, il est biaisé de base. J'aime mais pas ce oui. que tu vas me proposer. Oui. Ton plat, déjà, j'aime pas. Non, j'avoue, j'aime pas trop le perso de Spider-Man. Il y a plein de trucs qui me gênent, que je trouve chiant en fait. Et je sais pas, dans ce film, ça m'a pas du tout intéressé. Franchement, le seul personnage que je trouvais intéressant, c'était le méchant, au final. Ouais. Moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les scènes de combat, quoi. J'ai trouvé notamment celle de l'avion. Putain, on comprend rien, quoi. D'accord. Il y a un passage. Tu l'as vu en 3D ou pas? J'ai pas vu en 3D. D'accord. Alors, j'ai trouvé qu'il y a quelques scènes de bataille où on comprend pas grand-chose. Et après, je sais pas, il y a plein de choses en fait qui m'ont posé problème dans le film, par exemple, je sais pas, sans spoiler au début, juste au début, ça passe pour des mecs qui matent la plus belle fille du lycée, et 2 secondes après, tu te rends compte qu'il la côtoie en fait, la plus belle fille du lycée, que il lui parle. Oui. C'est et du coup, tu te dis mais
la scène d'avant, il y a pas un problème avec ça. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui te font dire, mais attendez, mais non, ça marche pas comme ça. Tout ce truc rattaché à la vie lycéenne, là, comme Spider-Man original qui doit être quelqu'un qui est martyrisé à l'école, etc., etc. Tout ce truc-là est fait, mais ça sonne tellement faux dans le film, je trouve. D'accord. Ça fait, je sais pas. Bah, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Du coup, c'est vrai que toute une première partie là d'exposition un peu, ça m'a fait chier, quoi. D'accord. Donc, peut-être ouais. on rentrera plus dans Ouais, les après, détails, dans dans les l'histoire spoilers, en spoiler, Arnaud. Ouais, ben moi, en fait, je suis un peu du même avis que Bastien, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film, Mis un d'accord. film qui manque cruellement, qui manque cruellement d'ambition. Et en fait, moi, ça m'a vraiment donné l'impression de quand je lisais des comics, souvent, en fait, il y avait des grands story arcs qui couraient sur parfois des dizaines d'épisodes et qui allaient vraiment développer des intrigues à l'intérieur de l'univers de Spider-Man qui faisaient évoluer les relations entre les personnages. Et entre ces gros arcs, il y avait des petits épisodes bouche-trou qui souvent étaient du coup dessinés par quelqu'un d'autre et pendant ce temps le dessinateur principal prenait des vacances et le scénariste pareil. Et en fait, le principe de ces épisodes, c'est que il ne devait absolument rien s'y passer d'important. Donc généralement, on sortait les méchants de seconde zone, on faisait une petite aventure et il fallait pas faire évoluer, tu vois, les relations amoureuses de Spider-Man, etc., etc. Et en fait, ce Spider-Man-là m'a donné l'impression de ça, en fait, d'un épisode vraiment transitoire. Et il y a plein de choses et du coup j'ai l'impression qu'on me met juste des petits éléments en me disant mais vous inquiétez pas, on va s'en servir dans des épisodes futurs. Mais ici ils s'en servent pas et j'ai l'impression d'avoir que des ersatz de tout ça, c'est-à-dire que au lieu de me développer la belle romance avec Mary Jane, on invente un nouveau personnage qui sera l'enjeu amoureux de Peter Parker dans cet épisode et qui est le personnage le plus insipide que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, et comme dit, non mais c'est vrai, comme dit Robles, en plus c'est incohérent, c'est-à-dire c'est censé être la plus belle fille de lycée, mais elle traîne dans les milieux geeks, qui lui parle tout le temps et en fait il y a rien qui se développe autour de ça. Avec Tante May, pareil, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il voulait faire quelque chose de différent en prenant Marissa Tomei. Il l'exploite pas du tout. Robert Downey Jr. Prend un peu la place de l'oncle Ben au début de Spider-Man, c'est censé être le père de substitution. Mais il se passe pas grand-chose non plus dans l'idée qu'on essaiera de développer ça plus tard. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont tout un tas de cartouches, mais ils s'en servent d'aucune. Et que, au lieu de ça, en fait, on nous propose un épisode de transition. Et je trouve pas ça très intéressant. Je trouve pas ça nul. Mais en fait, je trouve pas ça intéressant, quoi. C'est l'impression que m'a donné le film. Alors moi ça va sonner comme si je défendais vachement le film par rapport à ce que vous venez de dire, mais bon je pense que je reste à peu près dans le même amour que j'ai pour ce film que, on va dire, vous deux. Lui, il le déteste vraiment, Alexandre, mais... Non, mais ouais, je vais pas parce que moi, j'ai trop... Par contre, pour moi, c'est plutôt du positif, en fait, que ce soit quelque chose de transition, entre guillemets, dans le sens où, en fait, là, dans le Marvel Cinematic Universe, j'en avais un peu marre que tout devait avoir un rapport avec tous les autres films. Et son manque d'ambition aussi, pour moi, c'est presque un positif parce que justement, on est dans le super-héros du quartier et ils ont voulu faire ça clairement du début à la fin. Il y a même une espèce de petit arc pour le souligner. Mais du coup, moi, je trouvais ça un peu plus rafraîchissant que d'habitude d'avoir un gars presque sur Terre. Alors bon, techniquement, il est censé être plus dans les gratte-ciels. D'ailleurs, chose qu'on voit pas du tout dans ce film. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne voit pas dans ce film et j'aime bien qu'on ne les voit pas. Il y a des choses assez marrantes sur ça. À un moment, il va dans une fête dans les suburbs et du coup, les maisons sont toutes de plein pied. Et du coup, il peut pas utiliser ses toiles. Il y a une scène assez marrante. C'est pas mal. sur ça, J'aime quoi. bien qu'on ne voit pas l'origine, qu'on ne voit pas cette putain d'araignée qui le mord, etc. On connaît Spider-Man, il n'y a pas besoin de ressasser ça. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, je suis d'accord que c'est bancal dans... alors peut-être pas dans les trucs que vous avez trouvé un peu bizarre, parce que moi justement le coup du héros qui est tellement timide qu'il ne parle pas à sa belle Dulcinée au début parce qu'il est vraiment trop paniqué, je trouve que c'est pas mal d'avoir un peu dilué tout ça, y compris d'avoir dilué un peu la brute du lycée, etc. En fait, je suis d'accord qu'on n'est pas
on n'est pas obligé d'utiliser ces clichés-là, mais ils installent ces clichés-là, mais sans les faire jusqu'au bout. C'est-à-dire, si tu les fais, tu dois les traiter. Et ils auraient pu choisir autre chose. C'est plutôt que de faire une romance avec la plus belle fille du lycée, ils auraient pu choisir une autre route, tu vois, essayer de faire quelque chose qu'on voit moins souvent. Mais tu dois avouer que quand même, tu dis, bon, j'aime bien que ce soit un film à part. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien que ils sortent un peu du Marvel Cinematic Universe, mais ça les empêche pas de bien utiliser les personnages qu'ils ont à disposition autour de Spider-Man. Tante May, Mary Jane, etc., etc. Et c'est ce qui est complètement raté. Et si tu compares au film de Sam Raimi qui se concentrait justement sur ça, je parle du premier épisode de Sam Raimi, du premier Spider-Man, lui réussissait très bien ça, justement. Je trouve qu'il loupait un peu plus, justement, la partie avec le méchant, mais qu'en tout cas, il réussissait vraiment bien tous les trucs autour de ça. Non, mais j'allais pas être pas d'accord, hein. Je dis juste que j'aime bien, justement, les faits que ce soit dilué. Après, ça m'a pas choqué. Je comprends, par contre, comment, effectivement, on peut être un peu choqué. Moi, au final, c'est presque le choix de cette transition de l'origine du méchant, parce que moi j'ai adoré ça aussi, et tu sais, souvent je dis que c'est un peu télévisuel, les Marvel, et là en fait t'as vraiment la structure comme une série télé, parce que ça commence avec le cold open, tu sais, où tu vois ce qui se passe avec un personnage secondaire, en l'occurrence le futur méchant, et ensuite la structure narrative c'est un peu pareil, et en fait mine de rien, la transition de mettre un encart genre 8 ans plus tard, tu passes de je m'occupe de la construction de bâtiments à je suis vendeur d'armes. Fais-nous un petit truc entre les deux quand même, tu vois. Ouais, mais surtout que c'est très difficile, c'est-à-dire que le mec, entre le petit propriétaire de l'entreprise familiale qui s'occupe de ses employés et de sa famille, sur comment il devient un psychopathe, c'est très difficile à croire en fait, quoi. C'est vraiment bon, on va pas rentrer dans les spoilers, je sais pas qui devient un psychopathe, mais c'est vrai que même lui en fait en avoir quand même hein. Ça, s'ils avaient peut-être un peu plus encore dilué sa méchanceté, en tout cas sa transition vers la méchanceté, ça aurait été plus cool justement, et peut-être plus cohérent. Et au final oui, plus cool, parce que vraiment moi je trouve qu'il y a une seule chose réussie dans ce film, c'est Michael Keaton, quoi. Moi je le trouve génial. L'acteur, oui. Ouais, l'acteur, oui, non, mais l'acteur, et voilà ce qu'il fait dans la performance. Je t'avoue que j'ai beaucoup aimé également le design du vautour. J'adore que Spider-Man qui est au lycée, ben l'acteur a l'âge de jouer quelqu'un qui est au lycée, tu vois. Ouais, enfin il a 20 ans, hein. Ouais, oui, enfin bon, mais franchement, il a la gueule quand même d'avoir l'âge. Parce que franchement, Sam Raimi, Andrew Garfield, j'y croyais pas trop non plus, tu vois. C'est vrai. Mais donc voilà, et d'ailleurs Tom Holland est plutôt bon. Moi je trouve un bon sens comique, c'était pas mal. Je comprends pas trop le running gag de Aunt May d'en faire un petit objet sexuel, je comprends pas. En fait, on avait l'impression qu'il y avait des pistes intéressantes dans Aunt May jeune, comme tu disais, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, donc rien probablement. Ben pour l'instant rien, en fait, ils le gardent pour les épisodes suivants, et c'est ça qui est dommage. Voilà. Après, bon voilà, John Watts, je sais pas du tout ce qu'il avait fait. Faudrait que je clique sur ça. Il avait fait je sais plus, il a fait un teen movie, justement, je pense, un film qui avait marché à Sundance. Mais il avait fait Cop Car. Ah oui, non, Cop Car, il est pas mal. Qu'est-ce que c'est Cop Car? Cop Car, c'est deux gosses qui volent la voiture d'un shérif, joué par Kevin Bacon, et le mini périple qui est après. D'accord, ok. Bon bah du coup, vu sa filmographie, il se débrouille effectivement pas mal pour les scènes d'action, parce que j'ai pas l'impression qu'il en avait fait d'autres avant. Et juste, je voulais signaler le truc de la lisibilité des scènes d'action, à mon avis, parce que si c'est pareil que pour le roi Arthur, je pense qu'il y a des scènes en 2D qui doivent être beaucoup moins lisibles quand tu le vois en 2D, alors que la scène a été pensée en 3D. J'en avais parlé également parce que dans le film Le Roi Arthur, il y a Guy Ritchie, tu vois vraiment qu'il a pensé à ces scènes d'action en 3D, sauf que moi j'ai malheureusement vu le film en 2D, puis en 3D, et effectivement la lisibilité est meilleure, parce qu'en fait voilà, ça repose les yeux de voir que il y a différents plans d'action et on les voit beaucoup plus évidemment. Donc voilà, c'est peut-être parce que moi la scène de l'avion dont tu parlais dans Spider-Man, je l'ai pas trouvé spécialement illisible. Je vais juste terminer en disant qu'effectivement, j'ai passé un moment vraiment plaisant, mais très rapidement je vais l'oublier. En fait, du coup j'ai envie de lui donner la même note que Doctor Strange, parce qu'en fait je réalise aujourd'hui, on est en juillet, j'ai oublié Doctor Strange en fait, alors que je l'avais trouvé très plaisant quand je l'ai vu en fait. Donc je pense que ce sont des films qui vont sortir de mon esprit assez rapidement. Voilà.
Et pour donner la meilleure note, je pense, de ce soir, hein, ça va être 3,5 miam. Attends, mais c'est Oh, sur grosse c'est sur note. combien? Sur 5. C'est sur 5 miam. 105. Donc moi je vais être à 1,5. 1,5. C'est bien 1,5. On lui dira. Moi, je vais lui mettre 2 miam et demi. Parce que voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un excellent moment. D'accord. 2 miam et demi. Allez, je mets 2 miam et demi aussi. Ok, très bien. Alors passons au spoiler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? En fait, juste par exemple, on parlait, tu vois, de l'arc narratif du vautour. Ouais. Et bon, il y a un Tu veux gros dire spoiler la qui se... pile ou face narratif du... Ouais. Il y a un gros spoiler qui arrive à un moment donné, bon, qui est pas du tout crédible, mais je peux l'accepter, on va dire. Mais moi, je l'accepte très bien. Je vais dans la fiction un peu goofy du film, tu vois, et on va dire que je peux l'accepter. T'as mis 2,5, hein, je te rappelle. Et en fait, on apprend que donc la plus belle fille du lycée que Peter essaie de draguer, c'est la fille du vautour. Pas de bol. Et donc les ça, jeunes c'est de joué... méchants sont beaux. C'est pour ça. C'est joué comme une surprise et ça donne lieu à une scène qui est marrante beaucoup plus par la performance des deux acteurs que par l'écriture d'ailleurs, parce que l'écriture est un peu flemmarde, je pense quand même à cet endroit. Ça aurait pu être beaucoup mieux exploité. Où en fait Spider-Man se rend compte que donc le père de sa dulcinée est le vautour et tout un jeu commence à se jouer pour lui. À la fois il va essayer de ne pas montrer qu'il est Spider-Man, donc il essaie de parler un minimum, tu vois. Il est très gêné de voir ce qui se passe et il y a une scène de comédie qui se joue autour de ça. Et je comprends très bien qu'ils aient voulu le garder en comédie, mais en fait ça amène deux problèmes. Déjà, c'est le moment où ça arrive, bon, faut avaler la pilule, que dans une ville comme New York, tu vois, paf, pile poil ça tombe sur la... Attention, pas dans New York, dans le Queens. Attention. Excusez-moi, dans le Queens. Ouais, c'est voilà, sinon il y a pas de film quelque part. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ensuite, l'autre problème, c'est sur l'arc du vautour lui-même. C'est-à-dire, vu que cette information nous est cachée pendant la plupart du film, en fait, je ne peux pas voir justement l'arc émotionnel autour du vautour. C'est-à-dire la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait, ses retournements de situation. Parce que quand je disais qu'il devient un psychopathe, à un moment donné, il tue un de ses employés. Bon, un peu par accident, on me fait croire. mais quand il apprend qu'il a pas utilisé, parce qu'apparemment il voulait utiliser un fusil un peu inoffensif sur lui et finalement il a utilisé un fusil désintégrateur. Bon, il le tue et quand il apprend qu'il a utilisé le fusil désintégrateur, il fait ah ok. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ce qui détonne dans cette scène, parce que on peut voir arriver un tel comportement comme ça dans le clan des méchants. Mais quand c'est vraiment des méchants, quoi. Pas quand c'est quelqu'un qui dit je vais pas boucler les fins de mois à cause de l'URSSAF ou des conneries comme ça, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est tout ce qu'il y a de bizarre dans ce moment Marvel. Parce qu'il y a une vraie envie, contrairement à l'inverse de Sam Raimi, de désacraliser le héros. Ouais. C'est-à-dire plutôt que le héros soit iconisé, il est dans le quotidien. Il swing à peine entre les gratte-ciel, il passe son temps à marcher. Il aide les grands-mères à trouver leur trajet. Et en fait, c'est plutôt rigolo, mais quand Sam Raimi fait ça, parce que par ailleurs, par exemple, dans le premier Spider-Man, Tobey Maguire on prend plein la tronche pendant une demi-heure. Mais par contre, quand il devient Spider-Man, d'un coup, c'est iconisé. Ouais. Et là, c'est peu vrai. Alors, pourquoi pas, c'est intéressant d'intégrer les héros dans le réel, mais pourquoi est-ce que les méchants sont des vrais grands méchants comme ça? Il y a un truc qui est... Après, on a quand même les enjeux qui sont quand même bien moindres. C'est-à-dire qu'à la limite, au plus, pour une fois, le méchant, s'il réussissait, ben en fait, c'est juste son business, certes illégal, mais son business continue. Et ça, c'est bien de pas avoir le truc de je suis le lézard qui va contaminer tout le monde avec mes gènes mutants. Ta gueule, franchement, arrête. Quoi. Non, mais en fait, je suis d'accord à une exception, à un truc presque, il faudrait pas que ça devienne, tu sais, dans les années 90, dans tous les films d'action, les méchants, à un moment, ça a été des architectes. Ou des promoteurs immobiliers. Et tu vois, et en fait, faudrait pas que ça devienne ça, le cinéma d'action contemporain. Ce lieu vil de gens méchants. Le truc à la Scooby-Doo, tu sais. Exactement. C'était le propriétaire du parc d'attractions. Ah, et si vous en y étiez pas mêlé. C'est l'arme fatale 3, Mel Gibson se retrouve à faire du karaté avec un promoteur immobilier. Oui, non, mec, fais pas ça. Mais c'est Roadhouse aussi, tu sais. Bien sûr. Le méchant, il raquette des garages, tu sais, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est juste, faut pas tomber dans l'écueil Roadhouse. Même si c'est très beau Roadhouse. Ouais. Bon, après, je pense que pour le coup, voilà...
de tous les super-héros, d'ailleurs, que ce soit DC ou Marvel, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui, voilà, au pire, va recontinuer à juste sauver des mamies de leur côté. Juste pour dire, effectivement, ça... Ouais, mais développer quand même l'aspect, c'est-à-dire que tu vois, il mélange tout, c'est-à-dire que là aussi, il y a le personnage de Flash Thompson dans, donc, qui est censé être le bully du lycée, quoi, la grosse brute qui est le fils d'une famille riche et qui veut asseoir son pouvoir sur le reste de la population du lycée. Bon, je l'ai jamais vu, à la base, c'est un personnage caricatural, je l'ai jamais vu aussi caricatural que dans ce film, en fait. C'est vraiment, et en même temps on nous montre donc ce personnage qui est censé être l'incarnation de tout l'inverse de ce qu'est Peter Parker, mais il est quand même dans le groupe des geeks lui aussi à faire le marathon de culture générale, tu vois. Oui, et pourquoi il mélange tout ça, je comprends pas en fait. Ouais, je pense que moi j'aime bien parce que je pense que le gars il se dit je veux cesser ces stéréotypes, tu vois, et du coup il prend un Flash Thompson qui n'est pas blanc, il faut le dire. Et également qui est très rapidement, même dans des situations de tous les jours, assez peureux, quoi. Enfin, c'est un gros cliché, ça dépasse jamais le cliché. Ah non, après ça reste un cliché. On est en train de parler de Flash Thompson, le bully du lycée. Mais moi en tout cas, je suis sûr que je l'ai trouvé beaucoup plus marrant que dans les autres films. Ouais, non mais attends. Dans le film, il est présenté comme le mec super qui casse des gueules au lycée. Ouais. Sauf que quand le film se déroule, tu t'aperçois que le mec est dans le groupe des geeks. Non, il casse pas. Il est présenté comme un gars qui casse des gueules. Parce il que est j'ai présenté, l'impression qu'il est présenté comme gars qui quelqu'un menace, qui etc. tout le temps mais harcèle juste verbalement Peter Parker en plus. Je l'ai pas vu être méchant envers quelqu'un d'autre en fait. Mais non, mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le mec n'est méchant qu'envers Peter Parker. Bah, il est faible quoi. C'est tout. C'est la seule personne. Et le truc, c'est que c'est le même truc, c'est que Peter Parker n'est pas un putain de geek de exclu, loser. en fait. De loser. Et ils le font passer en tant que tel au début avec son pote le gros. Voilà. Et, en fait, tu te rends compte que, bah, non, en fait, lui ne peut pas être exclu, en fait. Je veux dire Peter Parker. Peter Parker. Oui, Peter Parker est accepté de toute façon. En fait, c'est surtout que rien n'est exploité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Robles. C'est-à-dire que, en fait, on nous présente cette situation comme si on devait s'appuyer sur le fait que ça doit être un exclu, mais rien n'est jamais exploité sur ça en fait. C'est-à-dire on a un scénario qui va jamais essayer d'exploiter toutes ces intrigues de lycée. Et c'est la grande question du genre du teen movie, et c'est pour ça qu'il est joué comme un motif, mais il est pas vraiment joué. Et... Quand tu vois un film comme Easy Girl de Will Gluck avec Emma Stone, tu vois à quel point Easy on A. investit, c'est Easy A en anglais, on voit à quel point on investit le genre du teen movie et comment on le pervertit de l'intérieur en le mélangeant à plein de trucs. Et là, c'est vrai qu'en fait, il se repose sur des archétypes connus pour que l'histoire avance vite, mais il les joue en mode mineur. Et effectivement, plutôt que d'être vraiment exclu, Tom Holland, il est hyper mignon, il est quand même très cool, il a pas vraiment de soucis. Donc tout est joué en mode mineur, et c'est pour ça que ça nous arrive de manière très peu dramatisée. Et il y avait des choses à exploiter, surtout que avec l'intrigue justement du faucon, du vautour, pardon, excuse-moi, il y aurait eu quelque chose à exploiter, c'est-à-dire que dans ce lycée, ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment il y a des gens d'origine sociale assez diverses en fait, entre Flash Thompson d'une famille riche, Peter Parker qui vit dans un petit appartement avec sa tante May. D'ailleurs, il y a des choses assez bien exploitées sur le fait qu'ils vivent dans un petit appartement, la promiscuité que ça amène et comment il doit cacher le fait que c'est Spider-Man. Ça aurait pu être beaucoup plus exploité à ce niveau-là. Il y aurait des choses très intéressantes à faire sur ça. Et il y avait un parallèle évident à faire, puisque apparemment, en fait, c'est un lycée où il y a beaucoup de petits génies, et où grosso modo, en fait, on mélange des gens qui viennent de milieux aisés, et d'autres, j'imagine, qui ont des bourses ou des choses comme ça pour pouvoir aller dans ce lycée, comme Peter Parker. Et ils auraient pu vachement faire un parallèle avec le vautour et sa petite entreprise familiale, par rapport à l'entreprise de Tony Stark. Enfin, il y avait un vrai truc de thème à développer autour de ça, et il passe complètement à côté. Et ça aurait été intéressant parce que c'est toujours difficile, si tu veux, de tisser l'histoire personnelle du super-héros avec l'histoire du méchant. Et là, il y avait une avenue qu'ils auraient pu investir et ils n'en font absolument rien. En fait, pour être crédible, ils auraient dû les mettre dans une école privée où, genre, tu vois, Tante May se serre la ceinture et peut-être utilise l'héritage de Peter. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et en même temps, le vautour, parallèlement, tu pourrais dire, genre, le vautour peut enfin payer l'école privée à ses enfants parce que ouais, c'est ça. Mais parce que clairement aux États-Unis c'est faux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ton gosse il a une Audi ou je sais plus ce qu'il conduisait, lui il va de suite en école privée.
peu importe où tu es aux États-Unis, quoi. Ouais. Et ça pourrait avoir du sens, parce qu'en plus, ça, c'est un truc constitutif de Peter Parker, c'est que le mec est brillant dans ses études. Ouais. Ça, c'est le truc qui est toujours présent. Donc, on peut très bien imaginer, même, tu vois, venant d'une famille modeste, sa tante qui l'élève, on pourrait très bien imaginer qu'elle s'endette parce qu'elle veut donner quelque chose à son neveu comme ça. Je pourrais y croire, ça pourrait être beau. Mais en fait, c'est tu sûr vois, qu'il est confronté à l'argent de Tony Stark, donc il y a un vrai sujet. Ouais. En fait, on n'a jamais autant parlé d'argent dans un Spider-Man et jamais aussi peu parlé des écarts économiques. Exactement. Et c'est bizarre, quoi. Pas aussi peu. C'est bizarre. Je suis pas sûr, c'est-à-dire que les autres films, non plus de Spider-Man et même de super-héros en général, ne parlent pas assez d'argent et de politique de l'argent. Mais les Spider-Man de Sam Raimi parlent d'argent. Hein. Ils ont jamais de blé quand la tante se sert à la ceinture pour lui donner $20, tu vois, enfin... Et il y a des épisodes où genre Tante May essaie de donner de l'argent à Peter et il le lui remet dans la poche parce qu'elle sait qu'elle a pas d'argent et qu'il faut, tu vois, il y a dans beaucoup le de jeu, choses elle est comme obligée ça, de comme déménager parce qu'elle a plus de pognon. Enfin, tu vois, il y a quand même. Ouais. Et c'est toujours la volonté dans le Marvel Cinematic Universe de dès qu'on a un sujet, on va pas le traiter parce qu'on veut pas diviser. Et le but, en fait, c'est de toujours inclure tout le monde. Et en fait, il y a un seul film, j'ai l'impression, du Marvel Cinematic Universe qui était un peu politique, bon, avec une politique très libérale américaine, tu vois, c'était Iron Man 1, en fait, finalement. Et le 3 est intéressant aussi, quand même. Je trouve, je sais pas si c'est hyper politique, vrai, mais il va dans l'envers du Marvel, pas sur la même chose. C'est plutôt un truc d'apparence, de traiter quelque chose oui, t'as raison. comme et ça. Le 1, c'était sur l'économie des armes. Ouais. Il y avait un vrai truc politique sur les entreprises privées contre l'État, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et qui est exploité pour le coup. Et j'ai l'impression qu'ils ont plus jamais refait ça, en fait. Après, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où, à un moment, il y a un speech génial d'ailleurs du vautour vers la fin du film où tu dis, ah mais ouais, en fait, c'est vrai que du coup, Tony Stark, il fait un peu genre le Sanofi qui crée un rhume et qui donne le vaccin contre le rhume, tu vois. Parce que le gars, avec ses armes, il détruit des aliens et donc il détruit la ville et ensuite derrière il crée le damage control. Donc si tu veux, le gars il a toute la lignée de production de choper de l'argent de tout le monde. Du coup quand le vautour dit ça et dit bah moi je suis, c'est quoi la diff entre vendre des armes comme il le fait et vendre des armes, et tu fais genre ah ouais. D'ailleurs ça parle un peu à Spider-Man pour le coup. C'est la première fois que je vois enfin un gentil quand même tiquer un peu et comprendre le côté du méchant. C'est cette incohérence, c'est-à-dire que à la fois j'ai un vautour qui à la toute fin du film parce qu'il apprend la véritable identité de Peter Parker et décide de ne pas la révéler, donc il ramène un peu à ses origines de petit entrepreneur qui a décidé de rentrer dans un business illégal pour faire un peu d'argent, et en même temps au milieu tout d'un coup ce tournant qui fait qu'il n'hésite pas à trancher un bateau en deux et à peut-être tuer des centaines d'innocents sur ce bateau. Et c'est-à-dire, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a deux méchants différents et qu'on switch de l'un à l'autre, mais je vois pas en fait le lien entre ces deux personnages dans le film. Après c'était un accident sur le bateau. Ah, le bateau coupé en deux, c'est pas lui qui a voulu. Voilà. C'est vrai, ouais, attention. Il est parti, bon, il a laissé l'appareil faire tout seul, quelque part. Voilà. Mais c'est le grand truc dans les super-héros, c'est le grand truc du vol versus le vrai crime. Il y a des gens, genre Midnighter, ou il y a des Punisher, où Frank Castle, il n'en a rien à foutre de si tu viens de voler un magasin. Par contre, c'est si tu fais du mal à quelqu'un il va être binaire, tu vois. Tu te dis genre, est-ce que tu vas pas créer plus de problèmes en allant tirer sur des braqueurs de distributeurs de billets plutôt que juste de les laisser faire, tu vois. Mais là surtout qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais à nouveau qui est pas exploité, c'est-à-dire que dans cette scène-là sur le bateau, il se passe quelque chose, c'est que des innocents sont mis en danger à cause de Spider-Man. C'est-à-dire que Spider-Man, s'il n'était pas intervenu, il y aurait eu le trafic d'armes, mais ça aurait jamais été... Mais c'est ce qui s'est passé dans le distributeur de billets. Il trouve un petit truc, tu vois, narratif, c'est-à-dire que souvent, même dans Avenger numéro 1, on dit mais les Avengers, ils ont détruit la moitié de Manhattan, mais j'ai envie de dire, ouais, mais s'ils avaient rien fait, ben la Terre aurait été envahie. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a... Si ton héros est pas là, comment est-ce que tu t'en sors? C'est ça, c'est ça. Tandis que là, si le héros n'est pas là, ben il se serait rien passé. Ouais, voilà. Donc il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ça, et c'est pas du tout exploité parce que à partir de là, il y a Iron Man Tony Stark qui lui dit bon, mais je te retire le costume que je t'ai donné parce que tu n'es pas responsable. Et l'arc du film, ça va être de passer du Spider-Man irresponsable au Spider-Man responsable à la fin du film, qui va être félicité par Iron Man. Et le problème, c'est que à la fin, il se fait féliciter par Iron Man, mais pourquoi? Il a refait exactement la même chose que sur le bateau, sauf qu'il a réussi. Oui. Et donc j'ai envie de dire, il a pas acquis en maturité, il a acquis en technique de combat, peut-être, tu vois, ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est exactement ce que dit aussi Tony Stark
pour sa défense dans le film. C'est-à-dire quand il lui dit ne fais pas quelque chose que je ferai et ne fais pas quelque chose que je ne ferai pas. Donc quelque part, en fait, ça passe. Les médias pensent que ça passe, donc viens avec nous faire ta conférence de presse. Non mais tu vois, c'est-à-dire c'était la même chose un peu qu'on parlait sur Wonder Woman, c'est-à-dire les dialogues me donnent l'impression qu'il a acquis en maturité, mais si je lis le film et l'action qui se passe, mais non, en fait, il est resté exactement le même quoi. C'est la force du méta et du personnage de Tony Stark, mais c'est comme ça dans plein de Marvel. C'est juste que en fait le scénariste incorpore les défauts du film et s'en moque lui-même. Oui, tout à fait. Donc il nous rend Chose qu'on voit beaucoup dans les séries, d'ailleurs. complices. Ouais. Il nous dit bon c'est un peu nul mais je le sais. Tommy Wiseau fait beaucoup ça dans The Room, mais ça rend pas le film meilleur. Et en fait c'est ça, c'est que ça rend pas les Tu films. crois qu'il fait ça dans ce film? Je suis pas sûr qu'il est au courant qu'il fait quelque chose de... Non mais il est pas au courant, mais il y a des trucs pour rattraper. C'est à un moment il y a Tommy Wiseau qui dit il y a quelqu'un qui lui demande mais comment est-ce que t'as rencontré Lisa, et il dit ah c'est une histoire super intéressante, et il commence à partir dans une histoire qui est pas du tout intéressante, et là il y a un des personnages qui fait et elle est où la partie intéressante, et là t'as envie de dire oui c'est vrai elle est où. Et il fait beaucoup ça dans le film. Ça le rend pas meilleur. Dans le genre méta, comme on est dans la partie spoiler, il y a un truc très marrant par contre dans Spider-Man, c'est les vidéos de Captain America. Ah oui. Ouais, ça Ils sont très drôles. Et en plus c'est crédible en plus parce que je pense qu'on lui demanderait de faire ça en fait, en vrai. Captain America. Oui. Et le pire c'est qu'il le ferait parce qu'il dirait ouais trop l'éducation nationale. Trop Et avec le petit humour où il est censé y avoir une mise en scène du genre Captain America désigne le prof de PS comme mon meilleur ami, votre professeur de PS, et il désigne le mauvais endroit parce que le prof s'est mis de l'autre côté. Et c'est des petits trucs que je trouve en fait ça marche mieux que les gags beaucoup plus appuyés du film, tu vois, ces petits trucs comme ça. Et en même temps c'est hyper méta, c'est-à-dire que Chris Evans, il est dans la même situation que Captain America à la toute fin du générique quand il dit il y en a encore beaucoup. C'est vrai qu'il en peut plus de faire des apparitions, de dire cachetonner film après film. Et ça c'est plutôt très rigolo. Sinon ouais, je voulais parler de, je cherche le nom, voilà, Martin Starr, parce qu'en fait il y a deux comédiens dans le film. Il y a Martin Starr qu'on a pu voir dans Silicon Valley, dans Freaks and Geeks, et dans plein de films qui est pour le coup lui drôle, très drôle et bien utilisé. Mais malheureusement le coach c'est Hannibal Buress qui est un comique excellent aussi, mais pas du tout, pas assez utilisé en tout cas dans celui-là vraiment. Non mais il a deux courtes scènes et en plus on sent que le montage lui fait pas honneur. Ouais, c'est-à-dire que et pareil dans Baywatch. Je sens qu'il essayait plein de choses dans le film, mais qu'on le coupe trop court pour que ça puisse avoir un vrai impact. Et après c'est exactement comme d'avoir, alors moi je la connais pas mais les ados la connaissent, c'est comme d'avoir Zendaya dans le rôle de celle qui s'avérera en dernière instance être MJ. Non pas Mary Jane, mais Michelle. Bon, Michelle Jane, Michelle Jane. Michelle Jane. Et par ailleurs, ça, bon, au-delà du fait que c'est qu'un clin d'œil et qu'on en fait pas grand-chose et que c'est dommage, pendant tout le film, on sait que ce sera elle l'enjeu amoureux du suivant. Voilà. Moment. C'est le fameux truc du, ce que je disais pour Wonder Woman sur le mec qui jouait Ares. C'est-à-dire qu'on sait que tu as un acteur important, tu le filmes un peu trop, donc tu vas nous le rappeler à la fin du film. Et là, en fait, c'est vrai que Zendaya, bon, voilà. Après, le peu qu'on sait du personnage, peu importe que ce soit MJ ou pas, était assez drôle, l'espèce de... Mais justement, pendant tout le film, en fait, tu te dis, mais en fait, j'ai pas envie de l'histoire d'amour que vous me présentez, elle est nulle, l'autre personnage. En tout cas, elle est moins intéressante. Ouais. Et pourquoi, et justement, dans un teen movie, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu un triangle amoureux. Et j'ai cru que c'est ce qui allait se passer, au début du film. Et en fait, comme s'ils se disaient, mais on avait oublié de faire ça aussi. Ah ouais, t'inquiète. C'est pas grave, on le fera pas. T'inquiète, on a d'autres films. On en sort 4 par an, t'inquiète. Et ça, c'est super décevant quand même, tu vois, parce que t'as envie de la voir, cette relation, t'as envie de voir comment lui se rend compte qu'il est attiré par l'autre, d'autant qu'en plus, le père de sa copine, c'est, enfin, il y a mille choses à faire et ils le font pas, quoi. Et j'aime bien voir des gens en slip passer derrière vous. C'était un pêche sauvage. C'est normal. C'est normal. Moi, mon ressenti, c'est que le film, ils m'ont menti. Plein de fois, ils m'ont menti. Ouais, il est venu, il m'a dit des trucs, et après, il a fait non. Non, c'est faux, pas. Et regarde cette histoire. Tu vends pas au début ton du film, on m'a menti, on m'a dit, ouais, Peter Parker, c'est un geek exclu, un peu pervers sur les bords, qui mate des filles qu'il n'aura jamais. Et après, 10 minutes après, on m'a dit, mais c'est totalement faux! En fait, t'en m'as menti! Donc, non, moi, je crois que le jeu joue sur la dualité de chaque personne à être à la fois. Non, mais quand vous parlez de Mary Jane, et c'est vrai que, moi,
tu vois des petites scènes qui te font dire ah Ce personnage. ce personnage va être important par la suite, mais pas dans le film en fait. Oui, Il voilà. est pas important. Suis, à suivre. Reste. Ouais, non, mais à suivre, quoi. Reste dans la Et en fait, c'est un petit peu ce qu'avait fait moi le plus gros truc que j'avais à reprocher à The Amazing Spider-Man, donc le premier reboot, Ok. Ouais, qui était affreux. qui était affreux. Avec et en fait, Alors, j'ai pas ce qui trouvé se la passe, fin. Le deuxième, pour moi, c'était horrible. ouais, le premier affreux aussi. J'ai pas eu la force Revoilà- d'aller voir le 2 tellement j'ai trouvé le J'ai pas premier vu le 2 affreux. moi non plus, Mais, ouais, parce que et en fait, donc il se passe quelque chose d'important dans la mythologie Spider-Man qui est la mort de l'oncle Ben. Ah oui. Et normalement, il y a quelque chose de très important qui... Bon, la scène est nulle à chier déjà. C'est-à-dire que on dirait vraiment que l'oncle Ben est rajouté. C'est-à-dire, il se passe un braquage d'une épicerie et tout d'un coup, on montre l'oncle Ben limite à siffloter dans la rue, genre il ne peut rien m'arriver d'affreux. Maintenant, j'ai l'impression de voir Red is Dead dans la cité de la peur, tu vois, dans cette. Et donc, il se fait tuer et après arrive la scène où Spider-Man essaie de traquer le criminel qui a tué son oncle. Et normalement, arrive un moment très important, c'est normalement il doit tenir ce criminel et Spider-Man doit décider de ne pas le tuer parce qu'il assume sa responsabilité de héros. Et c'est le moment fondateur un peu de Spider-Man, c'est là où il devient vraiment le super-héros parce que il a appris quelque chose de ce qui vient de se passer. Et en fait, dans The Amazing Spider-Man, ce qui se passait, c'est qu'il cherchait le criminel, mais il ne le trouvait pas. Et paf, on s'arrête là. Et donc on imagine que plus tard, il reviendrait dans un épisode futur avec du genre un super méchant qui se révèle être le meurtrier de l'oncle Ben. Et c'est toujours ce truc, tu vois, que je disais, j'en peux plus en fait de franchiser les films, c'est-à-dire si vous avez que des intrigues de merde pour votre histoire principale, je m'en fous que vous utilisiez les belles intrigues dans les films plus tard, j'irai pas les voir parce que le premier était nul à chier quoi. Alors qu'en Et fait, c'est ce qui se passe un c'est peu faux avec ce parce film. Quoi. qu'il ira les voir. Et ils ont tout ça. gagné, les gars. Et Ils ont voilà. tout gagné. C'est ça. Ils C'est vrai que j'irai quand même les voir. Ils l'avouent. Il l'avoue en Du plus. coup, leur plan marketing a fonctionné à Mais je vais merveille. critiquer. Mais je vais Voilà. critiquer. Et voilà. Ils se disent, ah, ils parlent donc de notre film. En rigolant et en caressant leur chat comme les méchants dans Inspecteur Gadget. Ceci dit, on n'en a pas parlé, parce que là, on met 2 miams et demi, tu mets même 3 miams et demi, toi, c'est fou. Bon, mais ce qui est, et On a même, été et même généreux. un miam et demi, t'es plutôt hyper sympa, parce qu'en fait, je suis en train de penser à toute cette espèce de logique Rotten Tomatoes en ce moment aux États-Unis. Song to Song dont je vous parlais juste avant. Donc juste qui est un site qui fait la moyenne des critiques IMDb, pour donner une note au final. Exactement, et qui donc détermine si la critique est plutôt positive, si elle va de plutôt positive à très positive, que la critique est fresh, et si elle est négative, qu'elle est rotten. Donc c'est eux qui déterminent quand elle est fresh et qu'elle est rotten. Et le truc c'est qu'en fait, Song to Song, qui est un film qui prend des risques et qui a plein de défauts et qui a plein de problèmes, il a 40% sur Rotten Tomatoes. Spider-Man, avec cette logique de ne pas prendre de risques et d'en donner à tout le monde, il a 95% sur Rotten Tomatoes. Et en fait, c'est vrai que notre attitude à nous, spectateurs, et je suis le premier, hein, je vais tous les voir, j'en ai pas raté, hein, mais à toujours aller les voir et à toujours accepter de revenir parce qu'on nous a donné le minimum syndical et de temps en temps à être étonné et content quand il y a une petite prise de risque. En fait, elle est coupable parce qu'elle alimente cette logique du pourcentage et de la non prise de risque des studios. Et donc en fait, Spider-Man, c'est vrai qu'on lui met 2,5 ici, mais et 2,5 c'est suffisant pour avoir un fresh sur Rotten Tomato. Et ouais, mais c'est pareil que la bouffe en fait. Tu vois, on pourrait être politique en achetant, mais tu finis toujours par acheter le paquet de nuggets. Exactement. Ouais, je sais Exactement. pas, non mais ouais. Qui confirme le Et status c'est quo. exactement ce que tu disais tout à l'heure sur c'est parce que c'est-à-dire que en plus il arrive un truc avec les critiques, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un film de super-héros qui sort, je vois partout tout le temps des critiques qui disent c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Bizarrement. Et donc il y a un truc très bizarre, c'est du genre en fait avec cette logique là, on devrait en être, si c'était vraiment à chaque fois le meilleur film, on devrait être un film tellement bon que notre cerveau explose devant le film, tu vois. Ce qui paraît, tu vois le film, tu orgasmes vers ta mort directement. Ouais, c'est ça, tu meurs quoi, c'est la fin absolue du monde de Carpenter, tu meurs devant le film parce qu'il est trop bien, tu vois. Et en fait, Les ce qui se Captain passe, America qui sort de l'écran, qui te prend par la main, qui t'amène. et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que tu sors, t'as eu le minimum syndical, tu te dis, j'ai passé un bon moment, mais après tu l'oublies, et quand le film suivant sort 3 mois plus tard, vu que t'as oublié Oui, c'est ça. le film qui était avant, tu te dis, ben il est mieux que celui que j'ai vu avant. Mais non, il Vu est pas que je mieux, m'en tu l'as souviens juste pas. oublié en fait quoi. Oui. Non mais il y a eu des bouses immondes dans Marvel. On parle de DC où il y a eu des trucs Ouais. horribles. Mais je suis désolé, mais Avengers 2, mais
Ah ouais, c'est- ouais. Ah, Oh Avengers là 2, là, il mais est c'est chaud, quand une même, il est purge. Et le 1, C'est franchement, à la sortie du film, je me rappelle, j'étais plutôt satisfait. Ouais. Je l'ai revu. Ouais, pareil. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est long il et a chiant. vieilli, en fait. Il a vieilli comme Independence Day. Ouais, mais à une C'est, vitesse. non, mais vraiment, c'est c'est pas bizarre, impossible. hein, parce Et, que vraiment, j'étais presque l'un des, enfin, oui, on avait beaucoup aimé quand on Ouais, l'avait ouais. vu au cinéma. Et après, quand tu le revois, tu fais, ah, mais en fait, c'est pas génial, hein. Mais Non, ouais, et il y a plein de films qui sont mauvais et moi je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Genre Gardien de la Galaxie 2, c'était nul. Je sais plus, moi Il j'ai y a 4 l'impression secondes, que... t'avais dit que c'était bien, quoi. Non, mais c'était moyen, nul, tu vois. Oui, oui, Je le veux dire- minimum syndical, quoi. Comme... Mais ouais, mais ceci dit, c'est la raison pour laquelle moi, quand même, je fais partie de la team DC et que j'aime bien l'inflation chez DC, le fait qu'on joue les dieux, tu vois, et qu'il y a des explosions pendant 45 minutes. Parce qu'au moins, on a toujours plus pour ton pognon, tu vois. En fait, Alors Bastien, que là, on vient de louer le fait qu'on jouait pas complètement le teen movie et que c'était pas complètement un super héros Oui, c'est parce vrai. que ça change. C'est Donc, jamais en fait, complètement les quelque enfants chose, moins, ouais. on les félicite. C'est bizarre. Enfin, C'est vrai. Au moins, Genre, Michael Bay, il fait péter de plus en plus de trucs dans C'est Transformers. c'est vrai. Bastien, il aime pas les trucs planifiés, mais mimolette, tu vois. Il aime bien les trucs, les gars qui dépensent des millions de dollars et qui font genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, rallongez-nous le budget, vite. Mais Faut en qu'on plus, finisse, mais on en met plus, Doomsday. Oui. Et Mais oui. non, mais en fait, ouais. tu vois, Moi, j'adore Batman vs Superman, mais on j'ai- rentre pas là-dedans. j'en ai déjà parlé, mais tu vois, quand t'as des formules trop planifiées, tu vois, quand t'as des films Save the Cat, comme Ouais. on a déjà Ouais. pas mal parlé, ben là, en fait, dans Spider-Man, t'as un exemple de film qui suit plutôt bien la structure, Il tu sauve vois. un chat d'ailleurs. Hein Il sauve un chat. Il sauve un Ouais, chat d'ailleurs. d'ailleurs, donc Moment tu vois, méta. tu vois bien qu'il y a... Mm. Donc ça suit plutôt bien la structure, et au final, tu vois, il a coché toutes les cases, et au final, t'as un film, tu fais... Ouais, Ouais. ok. Et c'est pas comme s'il pouvait se rattraper sur des grandes qualités formelles, parce qu'effectivement, c'est un réalisateur qui fait plutôt bien le boulot, mais c'est son deuxième film, et il faut pas espérer qu'à ton deuxième film, tu sois capable de faire ce que Sam Raimi fait sur la trilogie. Ouais. Quoi. Ouais, enfin, cela dit, Sam Raimi, à son deuxième film, il tabassait déjà ça. Et les troisièmes, n'en parlons pas. Oui, non, mais et oui, c'est vrai, sauf que Sam Raimi, il avait pas cette pression financière sur les C'est épaules. vrai. Donc il pouvait se permettre de rater des trucs, ce qui lui permet en fait, il rate un truc, il en réussit 99. Mais en fait, John Watts, il a même pas le droit de rater un truc, Oui, oui. parce que tu fais un film Marvel et qu'il faut... Ouais, vois, en fait, tu être carré, quoi. play safe. Tu peux pas dire, ouais, je pense sur Exactement. Ant May, je vais lui faire ça, ils vont faire genre, oh, t'es sûr, tu veux pas juste passer au plan d'après? Non, mais c'est exactement ça. En fait. Sur les films de Sam Raimi, le troisième, il n'y a pas que 1% de mauvais. Hein. Oui, il y a 99%. Ah non, le troisième est nul à chier. Non, mais alors, bon, ok, je vais pas être d'accord. Ah, Non, mais tu comprends que lui, Oui, il c'est aime le plus mauvais des trois. Batman vs Superman, donc si tu veux, Spider-Man 3, c'est pile ce qu'il faut. non, Il mais y a un attends. méchant là, il y a un Non, méchant là, non, qu'est-ce qui se non, passe? non. Attends, Batman vs Superman, c'est un film intelligent. Mais revenons à ceci dit, à Spider-Man 3. Beaucoup de mood dubitatif Ouais, c'est ça. suite à ce que Non. vient de dire Bastien. Et on va pas, si vous voulez, on fera un truc sur Batman vs Superman un jour. Mais non, Spider-Man 3, c'est un film qui rate 1000 trucs. Mais quand il réussit des choses, c'est extraordinaire, quoi. Je Enfin, ne veux dire, peux à pas un te dire moment, ce qu'il il y a- réussit. Est-ce qu'il a réussi Venom Et Juste comme ça. je pour- tiens, La je tiens à dire, on va révéler quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire ce podcast suite à une discussion que j'avais eue au téléphone avec Areski sur Batman versus Superman, où il y a Areski qui a dit ah non mais il faut qu'on s'enregistre ce genre de truc et qu'on fasse un podcast. Donc on peut pas être complètement non plus trop tapé sur Batman contre Superman, tu vois. Il a permis de créer fin de séance. Ok? Non, mais en tout cas, Spider-Man 3, rien que juste, si vous vous souvenez de la scène de la naissance de l'homme de sable, par exemple, ne serait-ce que cette C'est scène. pas Le avec gars un qui oiseau. tombe Scène dans de un cinéma. accélérateur de particules, tu Ouais, sais? c'est ça. Exactement. Thomas Haden Et pas quand il tombe. Ensuite, quand il se recrée, il y a quand même un moment de cinéma extraordinaire. Donc, Oui. au moins, il y a ça. Oui, Et juste, Enfin, quand ça dure avant, 5 il y a un secondes moment sur tout le d'anti-cinéma du genre, les gars, il y a un humain qui est tombé dans l'accélérateur. Oui, oui. Mais comment c'est possible, mon dieu? Mais comment Ça doit être une mouette de 80 kilos. Oh! Il y a une mouette quoi. ou un humain, mais ça ne va pas du tout fausser nos résultats. Ne t'inquiète pas. On n'est pas du tout à 3 atomètres Là- près, c'est pas grave. Là, vous êtes des mauvais spectateurs. Mais il y a un minimum. Ah non, tous ces flashbacks qui sont revenus de ce film. 6 ans de psychothérapie pour qu'il puisse mettre ça au fond de lui-même, quand même. Hop. Bref, en tout cas, celui-ci est meilleur que Spider-Man 3. Ah non. Ah, les gars! Franchement, moi, je ouais, trouve quand que même. c'est- Franchement, je suis plutôt non. généreux avec les films que je vais voir. Et je vais voir souvent de la merde. Mais genre Spider-Man, c'est pas possible. Genre, je sais pas, même tu vois, j'ai vu Power Ranger.
Ouais. Et ben Power Ranger, dans le sentiment que j'ai eu devant Spider-Man, dans la comparaison entre les deux, je mets Power Ranger bien devant. Power Ranger, il est à 2 ou 2,5, tu vois. Voilà. Tu vois, il est d'accord avec moi. Mais Spider-Man, c'est pas possible. Non mais en fait il y a un truc et je pense vraiment qu'on devrait avoir 2 échelles, c'est-à-dire d'un côté les films sans ambition et de l'autre les films avec ambition. Exactement. C'est-à-dire que Spider-Man 3, je le trouve nul à chier, Mais c'est très mais il y a ambitieux. des ambitions. Ce Spider-Man là, il n'y a pas d'ambition, c'est une autre échelle et sur cette autre échelle Sur grosso l'échelle de modo la satisfaction. sur l'échelle de la boîte de nuggets, je lui mets un bof quoi, tu vois. Voilà. N'importe quoi. Alors que voilà, Spider-Man 3 sur l'échelle du caviar, je reconnais que c'est pas le meilleur. Mais quand même, tu vois. On va devoir commencer à sortir 1000 échelles avec. Non mais après des faut être comment dirais-je cohérent sur comment on note. Je noterai toujours à la sensation Voilà, la sensation marrant que du film. Est-ce que je suis capable de le revoir ou pas? Spider-Man pour moi c'est non, je veux pas le revoir. J'ai mis 1,5 parce que voilà. Oui. Mais j'ai pas envie de le revoir. Alors que moi, le degré de rewatchability, si je devais, par exemple, si j'étais à la recherche d'un air frais pendant 2h11, la semaine prochaine avec un pote, moi je pourrais le revoir. Oh, Ouais. putain. Alors que non, alors que d'autres. Ah non. Ouais, tu vois, c'est comme ça, c'est la Ouais, mais sensation. je sais c'est pas, Areski, déballe peut-être pas tes déviances sexuelles sur le podcast, comme ça, tu vois. Sachez que moi j'ai toujours de la lotion pour main au cinéma parce que tu sais jamais si ça se trouve, tu vas peut-être être tout seul dans la salle, hein. Tout ça pour se branler devant Marissa Tomei, puisqu'à ce qui paraît c'est ce qu'il faut faire puisqu'on te le dit pendant tout le film. Ceci dit, petit moment potin pour ceux qui l'ignoraient, parce que moi je l'ignorais. Marisa Tomei et Robert Downey Jr. ont été en couple. Ouh. Absolument. Mais tout le monde sait ça, tout le monde a le voici de 1992. Ah, parce que j'ai vu le soir même, pour me laver les yeux, j'ai regardé Only You de Norman Jewison avec Robert Downey Jr. et Marisa Tomei, qui est le film où ils sont tombés amoureux. Avant c'est ou vrai. après mon cousin Vinny? Du coup après peut-être. Oula, attends, c'est 94. 92, mon cousin Vinny. Donc c'est après. ouais. Ok, ouais, bah, voilà. Et voilà. Ils Et, sont Oscar. et si vous devez choisir, moi je vous conseille de regarder Only You de Norman Jewison, qui est une comédie romantique très moyenne, mais très Moyenne. satisfaisante. C'est comment il te vend les te vend trop le film. En fait, Non, mais c'est genre, non, tu mais disais, je peux- allez je peux voir pas- Spider-Man, il est moyen, quoi. Ouais, je peux pas vous le voir vendre plus parce que objectivement, il a fait le film pour aller en Italie et pour filmer Marisa Tomei, mais ce qui est deux Oh, bonnes le raisons gars. déjà. T'imagines, c'est pas trop bien. T'es réalisateur, tu fais genre, on va à Hawaï, non? Bon, on a qu'à tourner un Lost, je peux réaliser un Lost vite. J'avoue que quand t'as des millions d'euros, oui. Oui, c'est clair. Te déplacer à Hawaï, Et c'est pas être très grave. payé pour ça. Tu sais. Tu peux pas Bon. faire ça quand t'es prof de physique. Tu peux pas dire, tiens, je vais donner 2-3 cours à Ah ouais? Lulu. Ouais. Ah, ça marche Et pas. revenir. Ouais, voilà. Dommage. Bon, bah, je crois qu'on a répondu à toutes vos questions concernant Spider-Man Homecoming. De toute façon, ce serait bien qu'on se revoie tous ensemble quand? Pour la sortie du prochain qui va être quoi? Hop. Ah, C'est ils pas- vont le faire dans 3 ans. Thor. C'est tous les 3 ans. Ah oui, non, le Ah, prochain ça va être Spider-Man. Ah non, ça- je crois que tu parlais du prochain pour Spider-Man. les Marvel, ouais. Ah, parce que pour les forcément, Marvel, c'est Thor, Ah je oui. crois, le prochain. Thor, Le prochain ouais. Thor, ouais. C'est cet Thor automne. 3, Hein. Ragnarok. Ah oui, Thor 2 le prochain, ouais. Thor 3. 3. Thor Oh, 3. Thor Putain, 2, tu mais- l'as zappé tellement il était bon. Ah oui, Thor 2, c'était une purge, hein. Ah, Et oui, évanouissement devant le film. les Black Elves. Oh là 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 là. Et de la même manière, moi, Thor 3, bizarrement, j'ai envie. Ah Moi bah, aussi, je j'ai suis sûr envie. qu'il va être. Il y a Hulk dedans. Voilà. Genre, Il y a c'est Hulk, la il est raison. habillé en Moi, gladiateur. j'allais dire, c'est parce qu'il y a Taika Waititi, tu vois. Mais toi, tu dis parce Non, que. je Mais en fait, préfère je suis d'accord avec l'action, toi tu aussi. Non, non, mais ça va être sûrement une purge aussi. Mais non, ça va être. Non? Arrêtez. Non, mais vous savez que ça compte pour 50% de la note, l'abord que vous avez d'aller voir Spider-Man. J'étais content d'aller voir Spider-Man Homecoming. Ah, t'étais content? Bon, bah là, du coup, ça veut dire que tu l'as vraiment pas aimé. Ouais. Et que c'est sincère. Il faut être sincère dans ce podcast. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et on vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine alors. Bisous. Bisous. Ciao.